Chapitre 12. Une halte à Marseille. Maria termina ses commandes, sous-loua son appartement et compta ses économies. Elle disposait d'un petit pécule qui leur permettrait de voyager en 2e classe et de subsister au moins les premiers temps en Argentine. Il était inutile de prévenir Joseph de leur arrivée, car il serait sur place avant d'avoir reçu sa réponse. Éléonore termina son année scolaire. Claire prit un congé sans solde et Maria confia l'atelier à son ouvrière la plus qualifiée. Les passeports établis, ils prirent le train pour Oran avec Madame Fabre qui, comme tous les étés, allait rendre visite à sa mère qui habitait Marseille. Ils arrivèrent le 1er juin près des côtes de Marseille, après un voyage paisible et enchanteur sur une mer d'huile, sans le fameux Mistral qui vous tourne boule et vous glace jusqu'aux os. Ils longèrent l'île de Riou, autrefois très boisée, qui fut dévastée par les chèvres. Elle était tordue et dentelée comme les sierras espagnoles, avec au centre un chaînon montagneux qui portait une vigie au XVIe siècle. Le sable de ces plages était utilisé au pavage des rues de Marseille. Dans cette île vivaient des chèvres, des lapins et des faucons. Ils abordèrent ensuite l'île de Casse-le-Gragne, encore appelée île plane en raison de sa forme aplatie. Puis ils longèrent l'île de Jard où l'on pouvait accéder à la grotte des morts colorée en rouge. Le 20 septembre 1720, le grand Saint-Antoine, porteur de la peste à Marseille, y fut incendié et les pestiférés ensevelis. Enfin, ils entrèrent dans la rade de Marseille, près de l'île de Mayre, en frôlant la pointe du Tiboulen. Ils évitèrent de justesse les pointus qui allaient vers la passe, entre l'île et le cap Croisette, poser leurs palancres. Le spectacle était époustouflant. La mer avait des couleurs d'azur et 4 nouvelles îles semblaient protéger l'entrée du port de Marseille. Les 2 plus grandes avaient pour nom Ratonneau et Pomègue. Elles étaient reliées par la digue Berry. Du bateau, on pouvait apercevoir le fort Ratonneau, construit sous Henri IV, et l'hôpital Caroline, édifié en 1828 pour soigner les malades de la fièvre jaune. En passant près du château d'If, Claire s'exclama. « Ne s'agit-il pas de la prison où fut enfermée Edmond Dantès ?» Madame Fabre sourit et répondit. « Cette forteresse-prison a été construite sous François Ier. On y enfermait à l'époque les pêcheurs marseillais, puis au XVIIIe siècle les huguenots. Elle servit aussi à enfermer les communards de 1848, et le dernier prisonnier célèbre fut Gaston Crémieux, avocat et journaliste, pour ses idées radicales et républicaines qui avait participé en 1871 à l'insurrection de la Commune de Marseille. Quant à Edmond Dantès, c'est un personnage de fiction, de roman, de feuilleton de M. Alexandre Dumas, qui s'est inspiré de la vie de Pierre Picot, cordonnier en chambre à Nîmes. Cet homme n'a jamais été enfermé au château d'If, mais dans la forteresse de Fenestrelle dans le Piémont en Italie. Mais peu importe, ma chérie, les Marseillais se sont appropriés cette histoire et ils sont persuadés de la réalité de l'existence d'Edmond Dantès. Ils arrivèrent enfin dans le port de Marseille et débarquèrent sur le quai de la Joliette, nouveau bassin portuaire. Un fiacre les attendait pour les conduire à la bastide de Madame Philipponneau, mère de Madame Fabre. La campagne où Madame Fabre avait passé son enfance était située près du vieux village de Saint-Barnabé. La maison était sur les hauteurs, elle dominait le ruisseau du Jarret, bordant une partie du parc qui l'entourait. Le Jarret, bien que simple ruisseau, devenait au moment des crues un torrent impétueux qui sortait largement de son lit. La surélévation de la maison avait donc été indispensable. Madame Philipponneau les reçut chaleureusement. Elle avait préparé 3 chambres pour les recevoir pendant quelques jours. Après s'être rafraîchis, ils allèrent faire une promenade sur les rives du Jarret jusqu'à l'église des Chartreux. Maria souhaitait prier dans l'église pour remercier Dieu de les avoir protégés. L'église avait été édifiée au XVIIe siècle au milieu d'un couvent dont l'ordre a été supprimé en 1790. Sa façade était d'un type classique inspiré de l'art grec.
Elle comprenait les deux ordres antiques superposés, l'ordre ionique, composant le péristyle de 8 colonnes, l'ordre corinthien, comprenant la partie supérieure en retrait. 4 pilastres, ornés de feuilles d'acanthe, entouraient une verrière. Un fronton triangulaire surmonté d'une croix, couronnait le tout. Les enfants ne voulurent pas entrer. Seules Maria et Madame Fabre franchirent la porte en chêne massif. Elles furent séduites par les heureuses proportions de la nef et par l'harmonie des couleurs roses et blanches des pierres. Elles s'approchèrent du maître-autel qui venait d'être réalisé dans le style Renaissance, et Maria s'agenouilla à même le sol pour prier. Maria voulut encore faire une offrande à la Sainte Vierge, et elles s'approchèrent dans la chapelle des fonts baptismaux d'une statue de marbre du XVIIIe siècle représentant la Vierge et à l'enfant dont le visage ressemblait, disait-on, à celui de Marie-Antoinette portant le dauphin. Maria était rassérénée d'avoir pu faire ses dévotions dans cette église. Elle avait confié la vie de ses enfants et la sienne entre les mains de Dieu, de Jésus et de Marie. Le soleil, en sortant, ne les éblouit pas, tant l'église était claire. Ils rentrèrent gaiement et dégustèrent le pâté en croûte et la salade préparée par la cuisinière. Le lendemain matin, Madame Fabre leur fit visiter Marseille. Pour se rendre au Vieux-Port, ils se rendirent au dépôt des tramways des Chartreux. Ils montèrent dans un petit tramway tiré par 2 chevaux hongrois et italiens. Les passagers, pour descendre, tiraient la sonnette et les chevaux bien dressés s'arrêtaient immédiatement. Toutefois, l'arrêt était interdit dans les côtes où 2 chevaux supplémentaires tiraient le tramway. Ils descendirent en haut de la Canebière avant de flâner sur cette magnifique artère qui descend jusqu'au port. Maria voulut aller à la gare sur la colline Saint-Charles. « Pourquoi ne prenez-vous pas le bateau à Marseille? Il y a une ligne régulière pour l'Argentine, » demanda Madame Fabre. « Le voyage est moins cher en partant de Bordeaux et nous gagnerons plusieurs jours de voyage en mer. » Maria s'était en effet rendu compte que ses économies seraient insuffisantes et qu'elle serait bien obligée de travailler, ainsi que ses enfants, en arrivant à Bordeaux. Ils rejoignirent la gare par de petits escaliers et des rues tortueuses. Maria acheta les billets en 3e classe et réserva leur place pour le lendemain. Ils redescendirent par le boulevard d'Athènes et s'arrêtèrent boire un verre dans le célèbre café riche, au coin du cours Saint-Louis, en face de la Bourse. La décoration intérieure était très chargée, avec des moulures en bois doré et en plâtre, ainsi que des colonnes d'où dégoulinaient des fleurs en métal. Ils dégustèrent des mokas et des limonades. Puis ils reprirent leur lèche-vitrine. Rose s'émerveillait devant les bijoux exposés par les joailliers, Claire préférait les librairies et Maria les tailleurs. Les garçons voulurent descendre jusqu'au port pour y admirer les voiliers. Au bout du port, sur la gauche, en regardant vers le large, se dressait l'imposante masse du fort Saint-Nicolas, édifié sous Louis XIV, plus pour contenir Marseille la rebelle que pour la prévenir d'une attaque en mer, si l'on en juge par la disposition des canons tournés vers la ville. Cette citadelle était devenue une prison. Au fond, ils aperçurent le palais impérial du pharaon que l'impératrice Eugénie de Montijo avait donné à l'État, qui l'avait rétrocédé à la ville de Marseille. À droite, ils virent le fort Saint-Jean, qui doit son nom à la commanderie des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, édifié vers la fin du XIIe siècle. La tour carrée fut construite sous le règne du roi René, au milieu du XVe siècle, pour garder la passe du port. La tour ronde du fanal fut élevée en 1664. Le fort fut construit sous Louis XIV après expropriation des hospitaliers et de nombreuses maisons. Vauban fit creuser en 1679 un large fossé qui l'isolait totalement de la ville. Il servit aussi de prison sous la Révolution. Le chenal servait désormais à relier le nouveau bassin de la Joliette et les ponts tournants permettant l'accès au fort. Près du fort Saint-Jean, ils purent aussi apercevoir l'église romane Saint-Laurent, datant du XIIe siècle, en pierre de taille rose. Ils passèrent un long moment sur le quai de la Fraternité, à regarder le port, puis ils empruntèrent la rue de la République, anciennement rue impériale, et se dirigèrent vers l'hôpital de la Vieille Charité,
qui avait été construit au XVIIe siècle pour abriter les vagabonds et les indigents. Ce bâtiment, réalisé par Pierre Puget, servit ensuite jusqu'en 1890 d'hospice pour les vieux. À ce jour, il était vide et tombé en ruine. Maria frissonna en entrant dans le vieux quartier du Panier par la petite rue de l'Hôpital. Les rues étaient très étroites et sombres. Elles grouillaient d'enfants sales poursuivis par des mères espagnoles, italiennes et grecques. Heureusement que Madame Fabre connaissait ce quartier, car s'il se perdait dans ce labyrinthe de ruelles et d'escaliers, il ne saurait se faire comprendre pour demander leur chemin. Enfin, au grand soulagement de tous, ils redescendirent sur le vieux port, par les escaliers des Accoules en passant devant le clocher de l'ancienne église, détruite pendant la Révolution de 1789. Ils étaient tous un peu fatigués après cette journée, mais Madame Fabre tenait absolument à passer une soirée au Palais de Cristal avant de rentrer. Ils se rendirent donc au 32 allée Meillan, dans le célèbre théâtre. Il ressemblait à un aquarium illuminé de lumières électriques. Ils s'attablèrent à la brasserie pour se restaurer. Aussitôt assis, deux filles honteusement dévêtues s'approchèrent de José et de François-Manuel. Elles leur caressèrent le visage avec leurs grands voiles frangés en susurrant. « Venez, mes chéris, vous ne serez pas déçus, 1000 délices vous seront offerts. » Maria se dressa sur son siège, prête à bondir, mais José la devança et dit en se levant. « Mère, François-Manuel et moi, nous préférons la compagnie de ces jeunes filles aux éclats de voix des chanteurs qui se produiront dans la salle de spectacle. Nous vous rejoindrons plus tard à la sortie de la revue. » Maria voulut lui répondre vertement, mais Madame Fabre l'en empêcha. « Après tout, cher ami, ce sont des hommes et il faut bien que jeunesse se passe. Ne vous inquiétez pas, nous les retrouverons plus tard. » Maria sentit qu'elle ne pouvait insister davantage sans se rendre ridicule. Leurs éclats de voix avaient déjà attiré l'attention des tables voisines. Claire et Éléonore étaient un peu déçues du départ de leur frère. Rose, comme toujours, trouvait les mots nécessaires à calmer le jeu. « Mère, ne t'en fais pas, José est un soldat. Il ne s'exposera à aucun danger et prendra soin de son cadet. Pense plutôt à toi. Tu vas assister à un spectacle fantastique. Le programme prévoit entre autres 2 jeunes talents et le fameux chanteur à voix Adolphe Bérard. Pour terminer, nous rirons des imitations de Charlus. » Elles engloutirent leur tarte aux pommes et burent un jus d'orange avant d'entrer dans la salle de spectacle. Elles avaient pris des places au poulailler, tout en haut du théâtre. Elles étaient debout, accoudées au balcon, ce qui leur permettait de voir toute la scène. Le présentateur, en habit de soirée, déambulait sur la scène en criant « Voilà, c'est le retour du petit Ludovic de Toulon que vous avez malmené il y a quelques années. Aujourd'hui, vous allez l'adorer. Il s'appelle Félix Mayol et c'est un grand artiste. Le public de Marseille ne me décevait pas et croyez-moi que c'est devenu quelqu'un ce petit. » Le public cria « Vé, c'est encore à voir qu'il chante donc. » Félix Mayol entra sur scène en sautillant. Il s'adressa au public. « Cher public, je vais vous chanter 2 chansons nouvelles qui n'ont pas encore été éditées. La première est légère et entraînante. Il s'agit d'une noce à la cascade de Paul Marigné sur une musique d'Eugène Poncin. La seconde est une chanson bretonne, La Pimpolaise de Théodore Botrel sur la musique d'Eugène Fautrier. Les 2 Eugènes vous enchanteront. » Un homme cria dans la salle. « Alors, petit, ça vient ou ça vient pas ?» L'orchestre commença et Félix Mayol entonna un air entraînant. Trois, 4, 5, 6, 7, 8 voitures s'en vont au bois à petits pas, histoire de montrer la nature à des gens qui ne la connaissent pas. Les cochers ont de la fleur d'orange, les invités, les chevaux surtout, et la mariée qui est un petit ange sur sa robe blanche en a partout. C'est une noce qui se balade et qui s'en va tout doucement prendre l'apéritif gentiment à la cascade en se promenant. Le marié dans la première voiture qui est un coupé
trompé généralement. Pense Dieu que le temps me dure, je voudrais précipiter le mouvement. La mariée vierge très intacte se dit: qu'est-ce qui va bien se passer? Je ne connais que le premier acte, je crois que le dénouement va se corser. C'est une noce qui se balade et qui s'en va tout doucement prendre l'apéritif gentiment à la cascade en se promenant. Les parents viennent à la file, un peu guindés dans leurs vêtements. Les mamans qui ont la larme facile se reportent à l'ancien temps. Te souviens-tu de ton Ernestine, et quand j'avais ma fleur d'oranger? Et les papas pensent en sourdine: j'aurais pas dû la déranger. C'est une noce qui se balade et qui s'en va tout doucement prendre l'apéritif gentiment à la cascade en se promenant. Les invités, foule diaprée, s'entretiennent sur un ton banal du marié comme de la mariée, mais au fond ils s'en fichent pas mal. On assure, dit une vieille chipie, et que le jeune homme a beaucoup vécu, ce qui n'empêche pas, prend une amie, que comme les autres il sera déçu. C'est une noce qui se balade et qui s'en va tout doucement prendre l'apéritif gentiment à la cascade en se promenant. Rose, Claire et Éléonore reprenaient le refrain en se dandinant, et toute la salle chantait. Mayol était sauvé, il plaisait au public marseillais. La seconde chanson fut un triomphe, et Rose chantait avec lui. Enfin, Polène, chanté par Mayol, 6-4-4. Quand ce n'est des salandes, quand le breton se fait marin, en allant aux fêtes d'Islande, voici quel est le doux refrain que le pauvre gars soupire tout bas. J'aime Paimpol et sa falaise, les vignoux et son grand ardent. J'aime surtout la Paimpolaise qui m'attend au pays breton. Le brave Islandais, sans murmure, jette la ligne et le harpon. Puis dans un roulant de saumure, il se couche dans l'entrepont, et le pauvre gars soupire tout bas. Espérions ben mieux à mon aise, les draps tirés jusqu'au menton. Dans les bras de ma Paimpolaise, m'attend au pays breton. Mais sur la vague le désigne, l'appelant de sa grosse voix, le brave Islandais se résigne en faisant un signe de croix, et le pauvre gars s'en vient le fraîchant. Sur la médaille qu'il pèse, glisse dans l'océan sans fond. En songeant à la Paimpolaise, il attend au pays breton.
Mayol avait chauffé la salle et pouvait laisser place à la grande vedette Eugénie Buffet, qui avait conquis le public du Palais de Cristal sous le nom de Giuliani en 1886. Elle arriva tout emplumée sur scène et interpréta la sérénade du pavé, dont les paroles et la musique de Jean Varnet firent pleurer tous les spectateurs. Si je chante sous ta fenêtre, ainsi qu'un galant troubadour, et si je veux t'y voir paraître, ce n'est pas hélas par amour, que m'importe que tu sois belle, duchesse ou lorette aux yeux doux, ou que tu laves la vaisselle, pourvu que tu jettes dessous. Sois bonne, ma chère inconnue, pour qui je suis souvent chantée, quand au fond de la bienvenue, fais-moi la charité. Sois bonne, ma chère inconnue, pour qui je suis souvent chantée, devant moi, sois la bienvenue. L'amour, vois-tu, moi je m'en fiche, ce n'est beau que dans les chansons. Si quelque jour je deviens riche, on m'aimera bien sans façon. J'aurais dit une châtelaine, si j'avais au moins un château, au lieu d'un vieux tricot de laine et des bottines prenant l'eau. Attention les cœurs, sois bonne, ma chère inconnue, pour qui je suis souvent chantée, quand au fond de la bienvenue, fais-moi la charité. Bravo Mickey, sois bonne, ma chère inconnue, pour qui je suis souvent chantée, devant moi, sois la bienvenue. Mais ta fenêtre reste close et les dessous ne tombent pas. J'attends cependant peu de choses, jette-moi ce que tu voudras. Argent, pain sec ou vieille harde, tout me fera plaisir de toi. Et je prierai Dieu qu'il te garde un peu mieux qu'il n'a fait pour moi. Alors, sois bonne, ma chère inconnue, pour qui je suis souvent chantée, qu'on offrant de la bienvenue, fais-moi la charité. Sois bonne, ma chère inconnue, pour qui je suis souvent chantée, devant moi, sois la bienvenue. Petit, inélégant, boiteux et qui en plus louchait, entra sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Il s'agissait du grand chanteur à voix Adolphe Bérard, qui ne chanta qu'une seule chanson, car il devait aussi passer au théâtre concurrent de l'Alcazar. Il chanta une chanson magnifique que nos visiteuses de Tlemcen n'oublieront jamais, Le temps des cerises, paroles de Jean-Baptiste Clément et musique d'Antoine Renard. Puis, après l'entr'acte, pendant lequel elles retournèrent boire une limonade à la brasserie, elles cherchèrent désespérément José et François Manuel. Le spectacle continua avec Charlus, le grand imitateur de Paulus, dont il chantait le répertoire. Comme lui, il lançait sa canne, il renversait la tête en arrière en faisant jouer en même temps ses bras et ses mains. Il gambadait, il clignait de l'œil mystérieusement, il scandait de sa tête chaque coup de cymbale. Il chantait des marches presque militaires, comme « En revenant de la revue » ou « Le père de la victoire », en gambadant sur un cheval imaginaire. Le public marseillais entonnait les refrains et scandait la musique. Il chantait devant un public conquis d'avance. Maria n'appréciait pas vraiment cette satire sur les Français qui avait plébiscité le général Boulanger. Ce dernier, ministre de la guerre,
avait modernisé l'armée et réduit la durée du service militaire. Il aurait pu sauver la France de ses parlementaires corrompus, mais il n'avait pu supporter la mort de son grand amour et s'était suicidé sur sa tombe. La seconde chanson vantait les exploits d'un vieux soldat de l'Empire qui exhortait les jeunes à boire et à se battre. Elle ne voulut toutefois pas décevoir son ami et elle n'en laissa rien paraître. Le retour en fiacre se fit tard dans la soirée, sans avoir revu les garçons. Maria ne dormit guère cette nuit-là. Elle se levait toutes les heures pour vérifier si ses garçons étaient rentrés. Elle buvait un verre d'eau et se recouchait sans pouvoir s'endormir. Elle avait une boule d'angoisse dans la gorge, car elle imaginait le pire. Un accident, une bagarre, un assassinat. Marseille était une ville dangereuse, avec tous ces émigrés italiens, grecs, arméniens ou espagnols. La nuit, les rues étaient sombres et tout était possible. Ses fils savaient qu'ils devaient prendre le train le lendemain à 10 heures, et en conséquence, ils auraient dû rentrer. Elle s'assoupit 1 heure et se leva à l'aube. Devant la cuisine, le feu avait été ravivé dans le foyer de la cuisinière à bois, et Madame Fabre avait déjà fait du café. « Maria, que se passe-t-il? Vous avez une mine affreuse, » dit-elle en embrassant son amie. « Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Les garçons ne sont pas rentrés. Je crois qu'il faudrait prévenir la police, » articula Maria, qui avait la bouche toute desséchée. « Ne vous affolez pas, Maria. Vos garçons sont des hommes qui ont rencontré des filles de petite vertu et qui ont certainement passé la nuit avec elles. Nous allons déjeuner, réveiller les filles et préparer les bagages. Entre-temps, ils arriveront et tout rentrera dans l'ordre. » Madame Fabre lui servit un grand bol de café au lait avec du pain blanc, de la crème de lait et de la confiture d'abricot. Maria ne demandait qu'à être rassurée. Elle savoura ce repas matinal et s'étourdit dans les préparatifs du départ. Rose, Claire et Éléonore se réveillèrent sans difficulté, toutes excitées par la perspective du voyage et de l'aventure. Seule Rose sentit l'angoisse de sa mère, mais elle ne voulut pas le lui montrer et prépara elle-même les bagages de ses frères absents. Elle ne comprenait pas leur inconscience et leur légèreté. Comment avaient-ils pu être aussi égoïstes en laissant aux femmes le soin de faire et de porter leur mal? Madame Philipponneau descendit de sa chambre vers 8 heures. Elle portait avec élégance une robe de chambre en soie parme. Elle donna des ordres à sa fille et à la bonne qui venait d'arriver. « Maria, dépêchez-vous de servir le petit déjeuner, et toi, Eugénie, prépare le pique-nique de nos amis qui auront à se nourrir dans le train. Donne-leur de l'excellent pâté en croûte, du jambon, du saucisson et remplis les bouteilles avec de la glace pilée venant des glacières de Fontfrèges dans la Sainte-Baume. Vous pourrez ainsi boire frais jusqu'à votre arrivée à Bordeaux, dit-elle en s'adressant à Maria. Je ne sais comment vous remercier, chère Madame Philipponneau. Vous nous avez reçus comme des membres de votre famille et je ne l'oublierai jamais. J'espère vous revoir bientôt à Tlemcen, dit Maria en embrassant son hôtesse chaleureusement. Vers 9 heures, elles chargèrent le fiacre et partirent pour la gare. En arrivant sur le quai, Maria aperçut José qui faisait les 100 pas et François Manuel qui était assis par terre adossé à un poteau. Sa joie se transforma en une explosion de colère. Ils se précipitèrent vers elle, mais elle les reçut à coups d'ombrelle. « Quelle honte !» cria-t-elle. « Où avez-vous passé la nuit ? Je pense que de savoir que j'étais morte d'inquiétude ne vous a pas dérangé dans vos plaisirs nocturnes. Je vous préviens que si vous recommencez une seule fois, je rentre à Tlemcen. » Un attroupement s'était fait autour d'eux et les curieux s'exclamaient. « Vé, comme la femme traite les hommes, elle a du caractère, celle-là. » Eugénie Fabre détestait se donner en spectacle. Elle s'approcha de Maria pour la calmer. « Maria, arrêtez, tout le monde vous regarde. Ils sont sains et saufs, c'est le principal. Pressez-vous, vous allez manquer le train. » Maria fondit en larmes, sentant bien le ridicule de la situation. Elle s'excusa auprès de Madame Fabre et monta dans le train suivie de sa petite famille.